L'été, c'est aussi l'occasion de pouvoir regarder des films pas spécialement bons mais quand même charmants, de réunir ses amis et de rigoler devant. Pour cette reco, nous allons revenir loin dans le temps, plus précisément 1969, pour vous parler d'un des films mettant en scène la tortue géante amie des enfants, Gamera versus Guiron. Pour recontextualiser rapidement, Gamera est au sommet de sa popularité à ce moment-là, mais commence aussi à vivre une période de vache maigre. Les studios Daiei sont en difficulté financière constante et chaque nouveau film voit son budget se réduire. Histoire de pondre un film chaque année, une formule va être appliquée sur les prochaines suites à partir de Gamera versus Viras, le film précédent. On retrouve souvent un enfant japonais et un autre américain pris au piège du monstre du jour, tandis que Gamera finit par venir à leur rescousse, ainsi qu'une palanquée de stock shots des anciens films pour économiser un peu de temps et d'argent, ce qui reste un poil navrant. Ce film n'échappe pas à ce concept puisque l'on suit Akio et Tom, deux enfants qui finissent par trouver une soucoupe volante à quelques pâtés de maison de chez eux. Ils embarquent dedans, la machine décolle et ils se retrouvent transportés sur une planète étrange. Ils y rencontreront deux femmes aliens qui essaieront de se familiariser avec eux dans le but de les bouffer, sans oublier l'infâme Guiron, un monstre avec une tête de lame qui règne sur la planète et qui découpe ses ennemis en rondelles. C'est censé être un film pour enfants, je rappelle. Parmi cette vague de films Gamera fauchés comme les blés, celui-ci arrive à être paradoxalement généreux. Si vous aimez les maquettes, les décors de SF en carton-pâte remplis de diodes et des costumes au rabais, vous serez aux anges. Le film possède une véritable patte kitsch qui participe grandement à son charme et qui fait que l'on peut passer un bon moment devant, sans oublier le jeu d'acteur malheureusement nul qui en rajoute une couche. Bon, on peut excuser celui des enfants, mais celui des adultes n'est pas meilleur non plus. Et en même temps, c'est un film qui a beaucoup d'ambition avec son envie de faire vivre cette planète extraterrestre à l'écran. Cela passe par l'envie de faire croire aux spectateurs que les personnages se déplacent dans un complexe futuriste géant, tout est fait de sorte à faire oublier que le film est tourné intégralement en studio, ce qui finit par être assez touchant. Et en parlant de Guiron, regardez comme il est trop mignon quoi. Il est trop chou quoi. On essaie de le faire passer pour un sauvage sanguinaire et sans merci, mais en même temps, sa tête est trop marrante pour inspirer la crainte, et ses déplacements sont pathos. C'est un monstre un peu craignos et en même temps très drôle à voir en action. Gamera versus Guiron, c'est un petit nanar sympathique qui se regarde sans problème avec des potes. Un long métrage aussi navrant que charmant qui laissera peut-être une marque. C'est aussi une capsule temporelle des années 60 qui parlera aux fans acharnés de SF de l'époque. S'il fallait une dernière raison pour vous convaincre de le voir, c'est dans ce film que l'on peut assister à la scène où Gamera fait de la barre parallèle. Et je pense que vous en savez trop désormais. Pour notre deuxième film, on va retourner en 2004. Preuve s'il en est que je suis plutôt obsédé par les tokusatsu du début des années 2000. Mais que voulez-vous, on était vraiment sur un âge d'or. Et en plus, c'est un sacré morceau, car après presque un an entier d'émission, ça y est, Tokukino parle enfin d'Ultraman. Bon, c'était assez inévitable. La franchise reste quand même une des trois grandes séries sur le podium du tokusatsu, avec Kamen Rider et le Super Sentai. Son importance, elle est aussi historique. Je veux dire, Ultraman, c'est presque leur daron à tous. À part Godzilla, bien sûr. L'ignorer, ce serait comme parler de super-héros ricains, mais faire comme si Spider-Man n'existait pas. Ce mec, c'est LE Kyodai Hero, quand même. Bon, par contre, on va pas s'amuser aujourd'hui à refaire toute la jeunesse de la franchise de Ultra Q jusqu'à aujourd'hui. On va pas non plus parler du film incroyable de Higuchi Shinji, et on va encore moins faire la biographie de Tsuburaya Eiji et de sa boîte de prod. Ce serait beaucoup trop long. Ça mériterait une chronique à part entière, et puis merde, moi c'est l'été, j'ai le droit de me reposer un peu. De toute façon, tôt ou tard, on prendra le temps de s'y replonger un peu plus sérieusement. Pour aujourd'hui, contentez-vous de savoir qu'en 2004, Tsuburaya Production a tenté de revitaliser un peu sa franchise, qui était devenue un tantinet poussiéreuse, avec le Ultra N Project, un projet qui visait un public plus vieux, avec des designs moins clean, plus organiques et insectoïdes. Bon, ça n'a pas si bien marché. Tout ce qu'on a eu, c'est une pièce de théâtre, une série, et un film qui servait un peu de reboot à l'ensemble. Et c'est justement de ce film dont on va parler. Ultraman The Next, ou tout simplement Ultraman au Japon, suit l'histoire de Maki Shunichi, un pilote d'avion de chasse pour les forces japonaises d'autodéfense. Son métier crée de la distance avec sa femme et son fils, qui est gravement malade, ce qui le pousse à démissionner pour un boulot de pilote d'avion touristique. Mais, lors de son dernier vol en F-15, il traverse une étrange lumière rouge qui passe dans le ciel japonais. En parallèle, Udo Takafumi, un membre des forces maritimes de l'armée japonaise, vit une expérience similaire avec une lumière bleue dans le Pacifique. Étudié par le BCST, qui est l'agence du paranormal classique de toutes les séries Ultraman, qui change plus ou moins de nom à chaque fois, il se transforme peu à peu en Beast the One,
une créature monstrueuse et assoiffée de sang, qui grandit un peu plus à chacune de ses apparitions. Heureusement, Shunichi découvre qu'il est désormais l'hôte d'un guerrier spatial humanoïde surpuissant, Ultraman. Un affrontement mythique s'engage alors entre les deux géants. Ultraman The Next est réalisé par Konoda Kazuya, un mec qui a réalisé un paquet de films Ultraman en fait. Et des petits coups de vis sur le côté, la classique. C'est à peu près pareil pour toute l'équipe en fait. Le scénariste, Hasekawa Keiichi, il a écrit beaucoup pour la franchise. Et pour 2-3 autres trucs du Toku, du style Giant Monster All Out Attack, des Godzilla, des choses comme ça. On est clairement ici sur une production bien calibrée, par des professionnels qui travaillent dans le genre depuis un moment, plus que sur une production un peu autorisante, qui fait sa lettre d'amour au genre, etc. Et ça tombe bien après tout, c'est l'été, c'est un peu ce qu'on recherche. Un film cool, pas prise de tête, mais qui sait aussi envoyer un peu de gras, pour passer un bon moment entre potes. D'ailleurs, si vous êtes un amateur du genre et que vous voulez le présenter à un ami, franchement c'est plutôt un bon choix. Parce que c'est quand même vachement cool Ultraman The Next comme film. Bon, ça met un peu de temps à démarrer. Sur 1h40 de métrage, on a bien 20-25 minutes qui traînent un peu au début. Mais bon, dès la première apparition de Ultraman et de Beast the One à l'écran, là c'est bon, on est parti pour le ride. En plus, c'est dans une sacrée scène d'action que ça commence. Elle se passe dans un espèce de silo souterrain. Et mine de rien, c'est assez rare de voir un héros de la taille d'Ultraman se battre dans un lieu fermé et plafonné. En fait, rien que ça, c'est cool. Et puis le final du film est franchement assez fou. Déjà, il est long. Ça ne se termine pas en 2 minutes. On a le temps d'en profiter. Mais en plus, il a cette qualité des tokusatsu des années 2000, où tout n'était pas fait encore avec des effets numériques soulless, et où les prods se donnaient vraiment les moyens de leurs ambitions, avec des artisans qui ont fait leurs armes durant les grandes heures du toku, dans les années 80 et 90. C'est vraiment un petit régal, un vrai bon moment à passer, avec des géants de l'espace bienveillants, des monstres dégueux, et des combats gargantuesques. Mais ne partez pas tout de suite, l'équipe de Tokukino a encore une petite pépite à vous proposer, histoire de passer sereinement les prochaines vagues de chaleur de 5000 degrés, ta mère la pute, j'en peux plus, j'en peux... On vous a déjà parlé de Kawasaki Minoru, et plus particulièrement de son film exécutif Koala dans une précédente chronique. Pour ces recos de l'été, on a décidé de vous parler d'un autre de ses films qui possède de la matière pour vous faire passer une bonne soirée. Et ce, même si vous le regardez avec des personnes complètement étrangères au genre. Nous terminons donc ces recos de l'été avec Calamari Wrestler, sorti en 2004. Il s'agit de sa 4e réalisation, de son premier film original, et c'est à partir de celui-ci que Monsieur Kawasaki se fera un petit nom dans le milieu. D'autant que le film fera le tour des compétitions indépendantes dans le monde, telles que le Festival Fantasia à Montréal, où il obtiendra le prix du public. Le film commence par une finale de championnat de catch où le combattant Taguchi Koji gagne son titre de champion du Japon et décroche la ceinture. Mais c'est à ce moment qu'il se fait attaquer par un mystérieux catcheur calamar, d'où le titre du film, qui lui dérobe sa ceinture et l'humilie en public. Même si Taguchi est toujours champion sur le papier, ce calamar de malheur devient son obsession, et ses patrons s'empressent d'organiser une revanche contre lui. Le mystère autour de ce lutteur s'épaissit, d'autant que Miyako, la copine de Taguchi, croit reconnaître son identité. Et je préfère en dire le moins possible, puisque Calamari Wrestler est un film assez dense, et qui en devient encore plus drôle quand on se laisse surprendre. Tout comme Executive Koala qui sortira 1 an plus tard, le film possède un postulat de départ assez barré, je pense que vous l'aurez compris en voyant les images. Par contre, il est très loin d'être vulgaire à l'extrême ou insupportable. Même si les plus blasés diront que le film a un postulat what the fuck, l'humour attaque lorsque le spectateur s'y attend le moins, que ce soit par une réplique calée au bon moment ou via des gags souvent liés au montage et à la mise en scène, sans parler des petites trouvailles visuelles ça et là qui feront rire les plus observateurs. On rigole certes, mais le long métrage est aussi sincère dans sa démarche et sur les sujets qu'il traite. On y parle, entre autres, de l'industrie du spectacle, de la place du catch japonais qui sert d'échappatoire et de solution bénigne aux problèmes de la société, quand on ne glisse pas un petit mot sur les moments où il a servi la propagande du pays. Il y a aussi un véritable drame humain mis en scène avec un triangle amoureux, un message sur la quête d'identité et la perte de repères, sans oublier les thèmes autour du sport, des liens qu'il permet de tisser et des dilemmes qu'il implique. Oui, tout ça dans le même film où il y a un calamar qui fait du stepper. Le plus fort, c'est que Calamari Wrestler est une bonne comédie tout en étant un bon film sur le catch. L'amour pour le divertissement sportif se ressent, on commence par le plus évident avec les caméos provenant du monde du pull au dessus, qui passe faire un coucou, mais durant tout le film c'est impossible de ne pas voir tout l'amour envers lui qui en ressort. Les combats du film sont chorégraphiés avec une certaine justesse et ont été réalisés avec grand soin. Le making-of du film le prouve, avec des passages où on peut voir les cascadeurs devoir répéter leurs scènes par cœur avant de s'affronter à l'aveugle sur le ring et sous le costume. Et petite anecdote, Hurricane Ryu est sous le costume du calamar, le même acteur qui jouera Tamura dans Executive Koala 1 an plus tard. On en a déjà parlé dans la chronique, n'hésitez pas à la regarder, ce serait sympa.
Le scénario est écrit tel un pastiche de manga sur le sujet, dont l'un des exemples les plus criants est Tiger Mask, un manga culte qui a inspiré la création d'un véritable catcheur et qui s'immisce dans la pop culture japonaise depuis plus de 58 ans. Plus simplement, il y a aussi de grosses références au film Rocky, plus précisément au 3e, mais je ne vous dirai rien pour ne pas vous gâcher la surprise. Calamari Wrestler est un film drôle et profondément sincère dans sa démarche, une œuvre bourrée de charme et d'amour qui se permet d'être conçue avec soin et qui ne se repose pas uniquement sur son postulat de départ délirant. Une œuvre parfaite pour compléter ce trio de recos de l'été. De plus, si vos potes sont fans de catch japonais, ils seront aux anges. Profitez de vos vacances, quant à nous on se retrouve à la rentrée, et n'oubliez pas de mater du toku. Courage, espoir, Toku Kino.